Pour démarrer cette cérémonie de remise de l'Ordre national du mérite, je voudrais placer la cérémonie et donc appeler à l'estrade Madame le recteur Armande Le Pellec, s'il vous plaît. Le récipiendaire, le président Fabrice Laurent. Le président de l'Ordre national du mérite départemental, M. Berrier, et le porte-drapeau qui se situera à ma gauche. Donc il y aura plusieurs prises de parole. Madame le recteur qui remettra la décoration au récipiendaire, ensuite le récipiendaire, et pour démarrer cette cérémonie, une présentation de l'Ordre national du mérite par M. Berrier. Madame la préfète, Monsieur le sénateur, Monsieur le maire, Madame le recteur, chancelier des universités, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. En tant que président de la section des Pyrénées-Orientales de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite, je vais vous présenter succinctement les ordres nationaux et plus particulièrement l'Ordre national du mérite. Pour honorer les citoyens qu'elle juge méritants, la République dispose de 2 ordres nationaux, la Légion d'honneur et l'Ordre national du mérite. Le premier fut créé par Napoléon Bonaparte en 1802, le second par le général de Gaulle en 1963. Il remplace d'anciens ordres ministériels et coloniaux. Tous 2 comprennent 3 grades, chevalier, officier, commandeur, et 2 dignités, grand officier et grand croix. La Légion d'honneur se distingue par ses insignes de couleur rouge, l'Ordre national du mérite par la couleur bleu de France. Le chef de l'État, qui est grand maître de l'Ordre de la Légion d'honneur, est aussi grand maître de l'Ordre national du mérite. Le grand chancelier de la Légion d'honneur est également chancelier de l'Ordre national du mérite. En créant l'Ordre national du mérite, le général de Gaulle a voulu mettre en valeur les mérites des Français. Il a également voulu qu'ils soient plus en prise avec la société en récompensant les citoyens au cours et non plus au terme de leur carrière. L'Ordre du mérite a vocation à accueillir des générations plus jeunes, dont la valeur n'attend pas le nombre des années. Il est chargé de stimuler les énergies individuelles, de fédérer toutes les volontés et de récompenser l'innovation et la participation au rayonnement de la France. Il est conçu comme une forme d'émulation, pour que chacun donne le meilleur de lui-même et que la communauté des récipiendaires, dans son ensemble, représente l'esprit civique français. L'Ordre du mérite incarne enfin la diversité de la société française, ses cultures, ses origines sociales. Il accueille dans ses rangs des citoyens qui ont concouru à servir l'intérêt général dans tous les domaines de la vie économique, sociale, culturelle et se caractérise par son universalité. L'Ordre national du mérite est une véritable égalité d'accès, afin que tout citoyen méritant, quelle que soit sa place dans la société, puisse être reconnu par la nation. Parmi ses membres figurent aussi bien des anonymes de grand talent que des personnalités connues. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Madame le recteur. C'est long ce truc. Il va falloir le couper. Hein. Le temps. Madame la préfète, je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver pour beaucoup de raisons. Monsieur le maire, je vous ai vu tout à l'heure, voilà. Monsieur le maire, président de l'agglomération, monsieur le sénateur, voilà, excusez-moi, j'aurais dû inverser. Monsieur le sénateur,
Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des députés qui pour beaucoup sont retenus à l'Assemblée nationale aujourd'hui, si j'ai bien compris, Monsieur le Président de la CCI régionale, Mesdames et Messieurs les partenaires des entreprises partenaires de la Fondation de l'UPVD, je voudrais aussi saluer le vice-président de la Fondation, saluer les représentants des corps d'armée qui sont ici présents, les représentants des directeurs des services de l'État, les représentants des directeurs et des directions des collectivités territoriales. Je voudrais évidemment avec grand plaisir saluer Madame la Présidente de l'Université de Montpellier 3, Monsieur le bâtonnier, qui devrait être par là aussi, je l'ai vu tout à l'heure, Messieurs les académiciens, je voudrais évidemment saluer Messieurs les présidents honoraires, dont l'un d'entre eux est recteur, donc chers collègues, ravis de vous retrouver. Permettez-moi évidemment de saluer toutes et tous ici présents, les directeurs de laboratoire, les enseignants-chercheurs, et puis toutes les personnes qui, à titre personnel, sont présentes parce que, évidemment, Président, Laurent, Président, c'est un moment solennel, particulièrement important, puisque vous allez recevoir ici l'insigne de chevalier dans l'Ordre national du mérite, une distinction qui est un grand honneur à la fois pour vous-même, pour votre parcours et ce que vous avez donné à cette université, et puis plus globalement à l'enseignement supérieur et la recherche dans le territoire et au niveau national. Mais en même temps, vous le savez, un tel honneur, une telle distinction, elle est toujours reçue lorsque un membre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation reçoit cette distinction. Il est bien évident que c'est l'ensemble des membres de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui, évidemment, sont honorés à travers vous. Alors, vous le savez, j'ai un très grand plaisir à être votre marraine, au fond, pour plein de raisons, à la fois celles qui vous valent l'honneur d'être ici et pour d'autres que j'essaierai d'évoquer au fur et à mesure de ce court temps de discours introductif. Alors d'abord, évidemment, je dois reprendre là où tout a commencé. Alors là où tout a commencé, c'est pas le sud d'ici. C'est un sud aussi où on a un très fort accent. C'est le sud de Marseille, puisque vous êtes né à Marseille. Il y a quelques années quand même si on vous dit jeune, il y a quand même quelques années. Alors pour celles et ceux qui sont intéressés, c'était en 77, mais je ne vais pas vous donner la date exacte, sinon vous allez recevoir beaucoup de cadeaux et de témoignages. Vous avez fait toute votre scolarité dans les Bouches-du-Rhône, et en particulier, au moment où tout commence, en formation initiale, au moment de basculer vers l'enseignement supérieur, vous faites une tentative d'abord du côté de l'anglais, à Aix-en-Provence, et puis vous passez de Aix à Marseille, parce qu'au fond, ce sont les STAPS qui vous intéressent beaucoup. Alors je ne sais pas au départ si ce sont pour des bonnes raisons. Je sais que vous... Je vais expliquer. C'est-à-dire qu'au départ, on choisit les STAPS parce qu'on a l'impression que quand on est sportif, alors vous voyez la ligne, etc., donc nécessairement, c'est un sportif accompli. C'est un homme plein de qualités, vous le connaissez, il est très pugnace, donc on se dit, oui, nécessairement, c'est un grand sportif. Alors au départ, on s'engage dans les STAPS parce qu'on se dit bon en sport, sauf qu'on s'aperçoit très vite, c'est pas tout à fait ça. Les STAPS, c'est d'abord une discipline jeune, dynamique, qui s'est vraiment structurée de manière très forte à travers la pluridisciplinarité. Et la pluridisciplinarité, c'est le fait de devoir devenir
très bon, surtout quand on veut avoir un parcours d'excellence, comme le vôtre. Il faut être très bon en physiologie du mouvement, en biomécanique. Il faut être très bon en psycho du sport, en sociologie de l'éducation. Il faut être très bon en droit, en économie. C'est-à-dire tout un ensemble de disciplines qui permettent d'étudier les objets que sont l'homme en mouvement, ou le sport, ou les activités physiques sportives et parfois même artistiques. Beau défi. Ce parcours initial, il a été relevé de manière magistrale puisque vous obtenez très rapidement un DUG, une licence, éducation motricité, et puis que très vite, vous vous dites au fond, c'est quand même la recherche qui m'intéresse. Et vous vous lancez dans une maîtrise recherche, un DEA, en psychosociologie du sport. Dans les deux cas, vous terminez promo major de la promotion. Et ce parcours d'excellence fait que vous obtenez une bourse qui vous permet de mener une thèse, tout en ayant un contrat de travail avec le Conseil général du département des Bouches-du-Rhône. Et cette thèse est particulièrement intéressante parce que d'emblée, elle va vous permettre de joindre la recherche à l'utilité sociale de cette recherche, puisque vous vous intéressez au dopage, et en particulier, vous allez mener des études épidémiologiques en vue de générer, en psychosociologie, un modèle qui permette d'être à l'appui des stratégies de prévention auprès des jeunes, et en particulier des stratégies de prévention des addictions. Et votre thèse, vous la menez en travaillant au plus près de cette jeunesse, tôt, dès le collège, en lycée et jusqu'à l'université auprès des étudiants. Donc déjà, je dirais, le choix de cette thèse montre l'intérêt que vous avez à la fois pour l'humain et pour les sujets de société. Je ne sais pas si beaucoup ici savent ce que doit durer une thèse. Bon, il y a une grosse discussion qui a fait que la durée des thèses aujourd'hui, c'est 3 ans. Mais vous savez très bien que dans les sciences humaines et sociales, c'est plutôt 4, parfois plus. Parfois plus. Je ne vise personne dans l'assistance. Eh bien vous, dans une thèse qui est en fait à l'interface des sciences de la vie et de la psychologie sociale, puisque votre directeur de thèse, c'est quelqu'un que je connais bien, Laurent Grelot, qui est professeur de physiologie du mouvement, eh bien cette thèse, vous la bouclez en 2 ans et 3 mois. Ce qui vous permet dès 2003 de devenir docteur en sciences du mouvement humain de l'Université de la Méditerranée, avec une thèse qui s'intitulait « Consommation des substances et sport, un problème de santé publique, études épistémologiques et psychosociales auprès des adolescents et jeunes adultes ». Cette thèse vous a permis évidemment de générer de l'expertise, puisque vos travaux ont servi de support pour les campagnes de prévention nationale, européenne et internationale par le biais de l'Agence mondiale antidopage et le Centre Pompidou dans la lutte contre le trafic de stupéfiants du Conseil de l'Europe. Il est toujours bien aussi de revenir un peu à l'origine. C'est toujours important parce que M. Laurent, on le connaît plutôt à travers ses fonctions de président. Moi, à travers ses fonctions d'enseignant-chercheur, donc d'enseignant et de chercheur. Cette thèse vous a permis aussi, pendant presque 8 ans, d'être conseiller auprès d'équipes de sportifs de très haut niveau en préparation mentale, puisque vous avez exercé ces fonctions dans des clubs professionnels de 2 disciplines qui sont très prisées dans le coin et plus généralement en Languedoc-Roussillon, mais aussi dans le sud élargi, du style sud-est, le rugby et le foot. Et dans le même temps, vous êtes intervenu aussi auprès
d'équipe de France en tennis, en judo et en natation. À l'issue de cette thèse, et c'est quelque chose de très rare pour le souligner, en fait c'est vous qui avez eu le choix de là où vous allez aller. C'est-à-dire que vous auriez pu être maître de conférence à Marseille, à Montpellier, vous auriez pu être maître de conférence ailleurs, vous auriez pu partir aux États-Unis, et puis finalement ce sont les Pyrénées-Orientales qui ont votre faveur, et en particulier, vous souhaitez vous investir dans le STAPS de Font-Romeu. C'est un projet pour vous attrayant, puisque c'est la seule formation de ce genre en altitude en Europe, ce qui lui donne évidemment un rayonnement tout particulier et toujours aujourd'hui au plan national et international. Donc vous devenez en 2003 maître de conférence de STAPS dans cette structure. Dans le même temps, vous maintenez la pluridisciplinarité, c'est quelque chose qui vous anime beaucoup, et puis la transversalité, à la fois dans vos activités d'enseignant-chercheur, mais en même temps parce que vous portez votre intérêt très vite à l'organisation et au fonctionnement de l'université. En particulier, dès le départ, j'allais dire très jeune, mais non, dès le départ, vous êtes très sensible à cette idée que l'université, c'est pas uniquement la formation, c'est pas uniquement la recherche, c'est le lien intrinsèque qu'il y a entre formation et recherche, l'une et l'autre se nourrissant, évidemment, réciproquement, c'est la définition même de l'université française, mais en même temps aussi l'insertion professionnelle. Vous avez de la chance parce que vous arrivez aux fonctions dans les universités à un moment particulièrement exceptionnel pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation française, parce que les 10 dernières années, ce sont des années exceptionnelles en termes de changements. Alors après, chacun a un regard particulier sur ces changements, mais ce sont des changements profonds qui aujourd'hui nous ont amenés à avoir des lois fondamentales. La loi sur la recherche, c'est 2006, la loi LRU, c'est 2007, et la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, c'est 2013. Et dans l'ensemble de ces cas, il y a au moins la volonté et l'affirmation de 3 missions fondamentales pour les universités, la formation et la recherche, l'insertion professionnelle, ce qui va bouleverser, y compris la manière de penser la formation et la recherche, mais dans le même temps, ce sont les regroupements, cette idée que pour être plus visible à l'international et pour mieux jouer sur le territoire, il est indispensable de regrouper ses forces. Il est indispensable de mener à bien un travail fondamental lié à des politiques de site pour pouvoir à un moment donné faire en sorte qu'il y ait des synergies. Et puis, évidemment, dans le même temps, c'est cette idée que les universités doivent se réformer, y compris en termes de gouvernance. C'est l'ensemble de ces défis que vous allez relever et que vous avez relevé avec, je dirais, l'ensemble des personnes ici présentes qui ont relevé ces défis et qui continuent à les relever aujourd'hui, notamment à travers la communauté d'universités et établissements, mais pas exclusivement. C'est le président, donc, Ben Khalil, qui va d'abord vous mettre le pied à l'étrier. Vous dites de lui qu'il vous a beaucoup appris. Vous avez exercé auprès de lui pendant plusieurs années. C'est lui qui vous amène à vous positionner et à être élu d'abord en 2007, puis confirmé en 2008, jusqu'en 2012 en tant que vice-président CEVU. Vous êtes en 2007 le plus jeune, 29 ans, de ces vice-présidents CEVU. Vous devenez vice-président aussi de la conférence nationale des vice-présidents CEVU. Dans le même temps, voilà, vous êtes directeur du SAIC, vous êtes directeur de la direction de l'orientation des stages et de l'insertion professionnelle. Et je dirais au fond, c'est un peu naturellement, logiquement, que vous vous lancez ce défi. Alors, avec ce que vous dites à un moment donné, vous dites, j'étais jeune, c'était pas il y a très longtemps, 2012. J'étais jeune, j'étais issu des STAPS,
et j'étais maître de conférence. Et avec ces atouts-là, normalement, ce n'est pas les atouts habituels de ce qui mène à être élu président d'une université. Alors, ne faites pas un raccourci, je vous vois tous. En prenant un âge plus avancé, en choisissant une discipline historique, en étant président d'université, pour dire que ce sont les atouts majeurs. Néanmoins, moi je pense que ce sont ces atouts-là. Votre personnalité, votre pugnacité, le travail que vous avez mené, votre investissement sans compter dans cette université, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez exercer cette mission essentielle, extraordinaire, qui est insuffisamment valorisée aujourd'hui, de président d'université. Ce travail-là, vous l'avez construit avec les équipes, bien sûr, précédentes et les équipes qui vous entourent. Enfin, il a quand même été élu avec 16 voix sur 22, donc il n'y avait pas franchement photo, comme on dit aujourd'hui, ou comme disent les jeunes. Alors, cette belle université de Perpignan, premier atout, c'est celle de sa taille. C'est une université à taille humaine. Elle a une taille moyenne dans les universités, et je pense que c'est une université qui vous plaît bien, parce que c'est une université dans laquelle on peut avoir des rapports humains. Vous êtes passionné par l'humain, vous aimez le contact, et je crois qu'au fond, cette université vous convient bien, ou convient bien à votre style de management. Sa situation géographique, au cœur de l'Europe, proche de l'Espagne, et évidemment résolument tournée vers la Méditerranée. Vous vous êtes donc lancé ce défi, avec vos équipes, de développer ce potentiel et d'ouvrir l'université à l'international, de façon à lui donner plus de lisibilité, plus de notoriété, tout en maintenant ses qualités et ses spécificités. Vous êtes arrivé à un moment important, celui du passage aux responsabilités et compétences élargies. C'est un travail lourd, c'est un travail qui était passionnant, puisque la loi permettait aux universités, dans le cadre d'un budget global, au fond, de faire ses propres choix. Mais vous savez très bien que qui dit autonomie dit liberté, et qui dit liberté dit apprentissage de cette liberté. J'ai rien en tête, même si je vois certains sourire. Donc une liberté attendue, mais en même temps, il a fallu apprendre à manier cette liberté à travers notamment le domaine de la masse salariale, à travers le domaine des politiques d'investissement. Je sais qu'un gros travail préparatoire a été engagé, et là je tiens à louer aussi toutes les équipes au plan administratif, comptable, financier, gestion des ressources humaines, la mise en place de tous les outils de pilotage du contrôle de gestion, et je sais que vous avez été au centre de cette restructuration. Et puis, comme un président moderne, vous avez pensé aussi que ce qui était important, c'était la communication. Et je sais que vous avez fait un effort particulièrement important dans la communication interne et externe. Et vous le savez très bien aujourd'hui, une institution qui n'est pas dans la communication, c'est une institution pour laquelle on ne sait pas ce qu'elle fait. Et donc, globalement, c'est une institution qui existe moins que si on promeut en direction du grand public, en direction de ses partenaires, ce que cette université fait de bien. Et je sais que vous vous êtes beaucoup investi dans cette dynamique. Vous avez été un peu visionnaire aussi, en faisant le choix d'avoir des présidents fonctionnels, vice-présidents au numérique, vice-président valorisation, patrimoine. Vous vous êtes investi dans les innovations, ce beau programme Miro qui repose sur l'innovation pédagogique, l'interdisciplinarité, les outils numériques de pointe. Et puis, bien sûr, les années 2013-2014 sont tout autant riches, évidemment, en réalisation, en investissement humain, la recherche,
Vous avez fait le choix avec les équipes de la recentrer sur des enjeux sociétaux, des défis contemporains comme l'environnement, l'énergie, le développement durable. Vous avez augmenté la dotation des laboratoires, je crois que c'est important aussi de pouvoir le dire. Augmenter le nombre de contrats de recherche gérés par l'université. Médiatiser encore pour faire connaître et valoriser le travail des chercheurs. La réforme des presses universitaires de Perpignan va aussi dans ce contexte, évidemment. On le sait aujourd'hui, une équipe URD a rejoint l'université de Perpignan. C'est important de le rappeler. Perpignan est en co-tutelle avec le Centre européen de recherche préhistorique. Vous avez des laboratoires qui produisent en bon rang. Je crois qu'il faut le mettre en avant. Il y a le souci aussi de pouvoir s'investir dans des recherches avec les entreprises, de pouvoir créer des start-up, la question de l'hôtel d'incubation qui nous a beaucoup, je dirais, animés. Sur la formation, vous avez souhaité là aussi que la formation soit mieux adaptée aux enjeux d'insertion professionnelle, qu'elle puisse valoriser la pluridisciplinarité, l'innovation pédagogique, les attentes sociétales, la mobilité des étudiants. Et je crois que tous ces éléments font qu'en effet l'université a acquis plus d'attractivité de ce point de vue. Évidemment, vous poursuivez la politique de réhabilitation, de modernisation, de sécurisation du patrimoine bâti. Je sais aussi qu'on a beaucoup d'attentes dans les enjeux aujourd'hui qui sont particulièrement importants. J'ai posé mon pied ici et dès le moment où j'ai posé mon pied dans cette salle, tout le monde m'a parlé de CPER. Je ne sais pas pourquoi. Je voudrais simplement dire, Président, que vous vous êtes beaucoup engagé pour renforcer la notoriété de cette université. Je crois que aujourd'hui, la plateforme numérique Alumni va dans cette dynamique. Je crois aussi que, je vois le maire, cette volonté de rapatrier l'université au cœur même de Perpignan, c'est là aussi un témoignage particulièrement important qui va permettre à cette université de jouer son rôle. L'université, c'est l'ouverture sur la cité. Il est indispensable que nos universités, bien sûr, soient ouvertes au travail avec le monde économique, les entreprises. Mais c'est aussi, outre un acteur majeur de développement économique des territoires, c'est un acteur majeur de développement social, culturel des territoires. Toutes ces avancées font que, bien sûr, aujourd'hui, cette université se situe avec tous ces atouts qui sont ainsi valorisés par un président qui, aujourd'hui, est investi, un tout petit mot, avec ses collègues, dans cet autre défi majeur qui est celui de la commune, la communauté d'universités et d'établissements. On a encore ce pas à franchir, cet enjeu essentiel de l'IDEX, de l'initiative d'excellence, que nous devons tous porter ensemble, y compris dans les réorganisations territoriales. Il est indispensable qu'en Languedoc-Roussillon, nous puissions, la communauté, évidemment, Languedoc-Roussillon Université, puisse s'honorer d'être lauréate à l'IDEX. Et je sais que chacun ici a conscience de ces enjeux et chacun s'y mobilise avec vous, se mobilise évidemment, SY, apostrophe, s'y mobilise évidemment pour pouvoir avancer et avancer résolument. Une université bien notée par la ERES. Donc tout ceci montre en effet que le travail accompli, la mobilisation de chacun paye. Cher Président,
Vous le savez, pour une ville, pour un département, pour une région, une université, ce sont des emplois d'aujourd'hui et c'est surtout la richesse de demain. C'est ce vecteur dont je parlais et vous portez en vous, depuis le début de votre investissement, y compris en tant que vice-président, cet enjeu fort pour le territoire. Dans le même temps, on ne peut pas jouer intramuros, si je file encore la métaphore sportive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les universités, leur terrain de jeu, il est international. D'où cette ouverture à l'international en direction des Suds, en direction de l'Europe, mais aussi au portage et au travail collectif au sein de la commune. Votre force de caractère, Président, votre pugnacité, je ne vais pas aller plus loin. Voilà, chacun sait, chacun reconnaît cette force de caractère, cette pugnacité. Votre puissance de travail, tous vos collaborateurs ont loué cette puissance importante de travail, sont évidemment des atouts pour diriger une telle structure, cette université de Perpignan, pour lui donner une unité, une cohésion, en même temps qu'un rayonnement et une reconnaissance de la part de tous les partenaires, de la part des collectivités, de la part du monde économique, de la part, je dirais, évidemment, des acteurs sociétaux. Votre force de conviction, j'en témoigne, mais aussi votre capacité d'homme d'action, votre sens aigu du service public, revenant à l'essentiel aussi, font que tous les choix que vous faites, c'est toujours pour la réussite de notre jeunesse, pour la réussite des étudiants. Votre vision prospective font de vous un président ambitieux pour cette université de Perpignan, une université qui a su faire toute sa place dans le paysage d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en Languedoc-Roussillon, et bien entendu au-delà. Cette nomination dans l'Ordre national du mérite, évidemment, reconnaît ses qualités professionnelles, mais aussi ses qualités d'homme, ainsi que votre implication dans la promotion toujours renouvelée des valeurs de la République. Nous avons souvent discuté de ces valeurs fondamentales que nous portons et que nous partageons. C'est pour ça que je suis particulièrement honorée, en même temps très fière, vous l'avez compris évidemment pour certains traits de votre parcours, de vous remettre aujourd'hui cet insigne dans l'Ordre national du mérite. Monsieur Fabrice Lorrain, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui vous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. À vous. Oui. Émotion. Normal. Tiens, je vais boire un coup aussi. Allez.
Bonsoir. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis extrêmement serein. Jusqu'à maintenant. Probablement une certaine habitude de discours public qui commence à s'installer. Mais en écoutant ma marraine du soir, en m'imprégnant des lieux, en regardant tous ces visages connus et appréciés, en embrassant mes filles, Margot et Lily, je suis un peu, je le dis, submergé par l'émotion, donc je vais faire de mon mieux et vous allez m'y encourager. Merci. Madame le recteur, chancelier des universités, Madame la préfète des Pyrénées-Orientales, Monsieur le maire de Perpignan, président de l'agglomération Perpignan-Méditerranée, cher Jean-Marc, Monsieur le sénateur, cher François, messieurs et mesdames les représentants des députés, ils ne peuvent être là, ils travaillent. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux et généraux, mesdames et messieurs les maires, et ils sont nombreux, j'en ai vu pas mal, mesdames et messieurs les élus, monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, monsieur le président de la CCI régionale, cher Bernard, madame la présidente de l'université Paul Valéry de Montpellier, chère Anne, messieurs les anciens présidents de l'université de Perpignan, et ils sont au moins 4, monsieur le délégué régional recherche technologie, madame la directrice régionale de la Caisse des dépôts, messieurs les académiciens des sciences issus de l'université de Perpignan, je sais que vous allez voir Claude par là, mesdames et messieurs les partenaires de la Fondation, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise du département et des départements, mesdames et messieurs les directeurs, les responsables de services, de laboratoires, de composantes, mes chers collègues enseignants-chercheurs, mes chers collègues administratifs et personnels techniques de l'université, chers étudiants, et il y en a, notamment des élus, mesdames et messieurs, chers parents et chers amis. Ça y est. Ça va mieux déjà. C'est fait. Pardonnez si j'en ai oublié quelques-uns, j'en suis navré. Bien, écoutez, l'émotion qui est la mienne ce soir tient à plusieurs éléments. Vous l'avez compris. Le lieu d'abord, ce lieu. Il retrace une partie de l'histoire de notre institution, qui fête cette année ses 664 ans d'existence. Ce bâtiment, qui a été construit en 1763, grâce au comte de Mailly, accueille de nouveau des étudiants depuis septembre dernier. Cette salle des actes, entièrement rénovée, monsieur le maire, par la ville, pour faire bénéficier l'université de ces magnifiques locaux, pour au moins 99 ans, c'est ce que nous avons signé. Ce lieu n'avait plus reçu de manifestation officielle de l'université de Perpignan depuis 1793, soit 221 ans. Voilà. Nous revenons sur l'histoire ce soir, et ce n'est pas pour me déplaire. Ce lieu, dont je m'imprégnais tout à l'heure, j'espère que vous en faites autant, symbolise pour moi, à lui tout seul, l'orientation que je souhaite donner à notre université. La modernité sur un socle de tradition en partenariat avec les acteurs locaux. Il symbolise l'ensemble des éléments qui me paraissent importants pour l'avenir de notre université et de son territoire. Mon émotion vient aussi, bien sûr, de votre présence à tous. Cette réunion un petit peu atypique, pour moi, d'amis, de parents, de collègues, de partenaires, d'acteurs politiques. Et je suis très sensible d'ailleurs aussi au fait que certains sont venus de loin, en pleine semaine, pour partager ce moment avec moi. Je sais que certains viennent de Paris, de Saint-Étienne, d'à côté.
de Lyon, de Marseille, de Montpellier. Ils sont nombreux les Montpelliérains aujourd'hui, je vous en remercie. Mais aussi d'autres lieux bien sûr de France. Et je suis extrêmement heureux que vous puissiez partager ce moment avec moi. Enfin, bien sûr, l'émotion liée à l'honneur qui m'est fait de recevoir ces insignes nationales. Alors je vous avoue que je m'en amuse parfois depuis quelques mois avec mes proches en me demandant vraiment ce que j'ai bien pu faire, moi, à 37 ans, vous l'avez rappelé, Madame le recteur, merci, pour recevoir tant d'honneur. Mais cette décoration aujourd'hui prend tout son sens pour moi en ne la recevant pas intuitu personné, mais en tant que représentant officiel de l'université que j'ai l'honneur et le plaisir de présider depuis 2 ans et demi. Le mérite va donc avant tout à la communauté universitaire de Perpignan, dans son ensemble. Cette communauté, elle a su se remettre en question. Elle a su être réactive. Elle a su s'adapter. Elle a su relever des défis considérables qui sont les siennes, vous l'avez rappelé, Madame le recteur, depuis son passage à l'autonomie. Elle a su aussi se prendre en main, assumer son identité, ses caractéristiques, ses forces et ses faiblesses. Ces 950 employés méritent, parce qu'ils ont compris que nous devions évoluer rapidement pour rendre, bien sûr, le meilleur service public possible d'enseignement et de recherche à notre population. Alors il a fallu revoir les modes de fonctionnement, il a fallu revoir les procédures, les pratiques, les habitudes. Il a fallu aussi s'investir davantage pour atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Il a fallu du courage pour avoir confiance aussi aux orientations stratégiques assez audacieuses, je dois le dire, que la direction avait fixées. Et je regarde mon DGS en disant ça, et la traduire en actes, cette politique. Aujourd'hui, grâce à votre investissement, je parle à mes collègues là, nous sommes en bonne voie. Et notre chère structure aujourd'hui est en très bonne santé. Dans le contexte actuel, ce n'est pas une évidence. Alors certains présidents d'université, certains collègues me disent qu'ils se sentent parfois très seuls dans leur mission de décideur. Je l'ai entendu plusieurs fois. Ce n'est absolument pas mon cas. J'ai la chance d'avoir une équipe exceptionnelle à mes côtés, tant professionnellement qu'humainement. Une équipe qui est unie, qui est indivisible, qui est animée par une vision, une réelle vision d'avenir. Le mérite revient donc collectivement à la communauté, mais aussi et surtout à mes plus proches collaborateurs. Je pense, j'espère en oublier peu dans les très proches, Sandrine, mon assistante du quotidien, Pascal, Xavier, Marcel, mes vice-présidents, Paul, Isabelle, Brigitte, Marie-Christelle, Nancy, Magali, Monique, et les autres qui supportent mon caractère, mon degré d'exigence, mon impatience, voire mon agacement quand les dossiers ne vont pas assez vite à mon goût. Vous savez, quand je pars travailler tous les matins, je ressens la même envie, la même motivation, le même enthousiasme pour œuvrer au développement de cette université que j'affectionne et en laquelle je crois tout particulièrement. Cette université, elle recèle de trésors cachés qu'il faut continuer sans relâche à valoriser. Elle contient des pépites à faire reconnaître et leur éclat ne demande qu'à diffuser. Oui, je le dis, cette université est belle, cette université est en mouvement, elle innove, elle crée, elle forme en se renouvelant sans cesse. Elle fait des recherches, comme vous l'avez dit, dans un souci constant d'application. Et élément plus récent, elle s'ouvre tous les jours davantage sur son environnement direct,
Je dis bien directe parce qu'elle était très ouverte à l'international historiquement. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de s'ouvrir à notre environnement direct, grâce notamment aux liens qui ont été créés par ce magnifique outil qu'est la Fondation et que j'ai le grand plaisir aussi de présider. Alors aujourd'hui, oui, je me sens en phase avec ce que je fais, parce que je vois aussi que l'action que nous menons suscite l'adhésion du plus grand nombre, en interne, à l'externe, et que je vois, dans les discussions que nous avons, que nous sommes de plus en plus nombreux à être convaincus du rôle majeur que doit jouer l'Université de Perpignan pour le développement socio-économique, Madame la Préfète, de notre écosystème au service de notre population. Je me sens également totalement en phase avec ce magnifique territoire. 10 ans déjà dans les Pyrénées-Orientales. 10 ans, ça passe vite. C'est ici, chez moi, maintenant. Et je suis profondément et intimement attaché à ce territoire catalan et à ses habitants. Ils sont nombreux ce soir. Alors je constate que la sinistrose est souvent de mise ici, peut-être encore plus qu'ailleurs. Les discours sont régulièrement pessimistes, très souvent, trop souvent. Je ne méconnais pas la situation délicate du département, tant sur le plan social qu'économique. Mais les potentialités extraordinaires existent, et elles sont trop souvent inexploitées ou mal exploitées. Selon moi, ce n'est qu'un avis, elles méritent urgemment l'union des acteurs qui souhaitent que les choses évoluent. Je fais partie de ceux qui voient toujours le verre à moitié plein. Vous savez, ces optimistes naïfs qui ne tendent que vers le haut par la synergie. Aujourd'hui, dans les départements, Monsieur le vice-président de l'agglomération de Narbonne, je parle des départements, je reconnais l'action de ceux qui ont une vision pour les départements, pour les territoires. J'ai un profond respect pour ceux qui, malgré le contexte peu favorable, entreprennent, créent, osent. Pour ceux qui fédèrent les énergies, pour ceux qui fédèrent les talents. Au service de quoi? Au service du bien commun et au service du bon vivre ensemble. De grâce, ne nous excusons pas d'avoir cette ambition commune. Décomplexons, fédérons, travaillons, réussissons. Et comme le disait quelqu'un que j'affectionne particulièrement, je ne le connaissais pas, mais j'apprécie ses écrits, vous devez la connaître, elle est assez connue, et j'aime bien le rappeler aux équipes et aux partenaires, là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Les méritants, pour moi, ce sont ceux qui prennent de vrais risques personnels et professionnels. Les agriculteurs, les viticulteurs, qui ont choisi d'innover plutôt que de se plaindre et de subir. Ceux qui décident de se lancer dans l'aventure de la création d'entreprises, de la plus petite à la plus grande, quel que soit le secteur d'activité. Ce sont eux qui créent de la véritable valeur ajoutée pour les territoires. Je veux ce soir leur rendre hommage parce que ce sont eux qui donnent du sens au quotidien à mon investissement. C'est auprès d'eux que je me tourne, c'est vers eux que je me tourne pour pouvoir trouver le sens de notre investissement. Reconnecter avec notre mission, reconnecter avec le vivre ensemble. Alors, bien sûr, c'est un très grand honneur pour moi de recevoir ces prestigieuses insignes de l'Ordre national du mérite. Et j'ai voulu cette cérémonie pour vous faire part de mon plaisir à travailler à vos côtés. Et parfois, pas toujours certes, parfois,
voir nos efforts reconnus. Mais vous comme moi ne lâcherons pas, j'avais dit, en tout cas pas en si bonne voie, inlassablement, avec vigueur, avec conviction, nous poursuivrons sur le chemin que nous avons décidé d'arpenter. Ce chemin, il se parcourt souvent dans l'ombre. Il est parfois illuminé à la faveur de rares réussites. Ce soir, j'ai souhaité braquer les projecteurs sur vous, parce que je ne pouvais décemment pas recevoir les honneurs seul. Ce ne serait pas honnête. Je terminerai en vous disant que les honneurs sont légion. Le mérite est d'ordre. Et il vous revient de droit. Encore bravo et merci à toutes et à tous.